Bien qu'il existe de nombreuses théories sur ce jour fatidique, on ignore exactement comment les enfants Romanov ont été exécutés. Mais après avoir examiné leurs restes, les historiens ont suggéré une possibilité glaçante. Bien que les Romanov aient détenu le pouvoir pendant plus de 300 ans, leur dynastie s'est éteinte en une seule génération, avec le dernier tsar, Nicolas II. Profondément attaché à sa famille et à la tradition, ses décisions mal avisées et à courte vue ont non seulement mis fin à la monarchie russe, mais ont également condamné toute sa famille à une fin horrible. Le tsar Nicolas II, l'homme qui a amorcé la fin des Romanov, était le fils de l'empereur Alexandre III et de l'impératrice Maria Fyodorovna. Son père était un dirigeant strict et imposant, qui croyait en l'autocratie, tandis que sa mère, une princesse danoise, apportait chaleur et élégance à la cour. Lorsque Nicolas n'avait que 14 ans, il a vécu un choc qui a marqué sa vie. Il se trouvait au palais d'hiver à Saint-Pétersbourg lorsque son grand-père bien-aimé, le tsar Alexandre II, a été ramené après un attentat à la bombe brutale. La famille s'est réunie autour de leur patriarche alors qu'il rendait son dernier souffle, et leurs vies ont changé à jamais. Maintenant qu'Alexandre III était tsar, il devait non seulement faire face aux pressions du pouvoir, mais aussi préparer son fils à devenir un jour son successeur. Mais comme il n'était qu'au début de la quarantaine, il a consacré trop de temps au premier et pas assez au second. Et il n'a pas vu quelle erreur il commettait avant qu'il ne soit trop tard. Bien que les historiens s'accordent à dire qu'il était intelligent et bien éduqué, Nicolas manquait d'une qualité essentielle. Il avait du mal à s'exprimer et encore plus à prendre des décisions. Il lui manquait la force et la détermination nécessaires pour diriger la Russie. Non seulement le temps pour apprendre rapidement s'épuisait, mais il était aussi distrait. En 1884, lors du mariage de son oncle, Nicolas a rencontré l'une des sœurs de la mariée, qui se trouvait également être sa cousine éloignée. Elle s'appelait la princesse Alix, et il en est tombé éperdument amoureux. Nicolas a dû attendre 5 longues années avant qu'elle ne revienne à Saint-Pétersbourg. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, les sentiments étaient réciproques. Bien qu'il n'ait été qu'au début de la quarantaine, le tsar Alexandre III a commencé à souffrir de problèmes de santé. À mesure qu'il devenait de plus en plus malade, il était clair qu'il devait mettre en route les préparatifs pour que son fils règne. Et cela incluait de donner son approbation au mariage de Nicolas et Alix. En quelques mois, Alexandre a succombé à une néphrite, laissant son fils assumer le rôle de tsar. Nicolas avait peu de préparation ou d'inclination à régner, mais le poids du monde reposait désormais sur ses épaules. En grandissant, la tsarine Alexandra avait été surnommée Sony, mais son histoire était tout sauf ensoleillée. Lorsqu'elle n'avait que 6 ans, sa mère et sa jeune sœur adorée sont mortes de la diphtérie. Plus tôt, son frère Friedrich avait tragiquement chuté d'une fenêtre du palais avant son 3e anniversaire. Friedrich souffrait d'hémophilie, une maladie où le corps ne produit pas les agents nécessaires pour coaguler le sang, ce qui expose les malades au risque de saigner abondamment, même pour des blessures apparemment insignifiantes. La maladie est héréditaire, ce qui signifie qu'en tant que cousins éloignés, Alexandra et son mari étaient tous deux des porteurs potentiels. Nicolas est passé de la perte de son père au mariage, puis à la direction d'un empire entier en l'espace de quelques mois. Le couronnement de Nicolas II et Alexandra en 1896 fut un étalage somptueux de grandeur impériale, rempli de cérémonies, de défilés et de célébrations. Moscou s'est transformé en une scène pour le nouvel empereur, avec des milliers de personnes rassemblées pour assister à l'événement. Mais une tragédie inattendue s'est déroulée au milieu des festivités. Lors d'une fête au champ de Kodinka, destinée à montrer la générosité du nouvel empereur, une bousculade déclenchée par la foule a causé la mort de plus de 1200 personnes et des milliers d'autres ont été blessés.
lorsque Nicolas a été informé de la bousculade. Sa réponse fut tordue. Il n'a montré aucune émotion. Bien que ses conseillers lui aient dit qu'il serait sage de mettre fin aux festivités pour montrer du respect, il a ignoré leurs supplications. Ce soir-là, il s'est présenté à un bal donné en son honneur, ce qui lui a valu un surnom insultant, Nicolas le Sanglant, et a suscité la frustration parmi ses sujets. Quelques mois après le mariage royal, le tsar et la tsarine ont annoncé qu'ils attendaient un enfant. Tout le palais attendait avec impatience un garçon, surtout Alexandra elle-même. Après tout, le sort de la dynastie Romanov reposait sur ses épaules. Le 15 novembre 1895, l'impératrice Alexandra a donné naissance à une petite fille, Olga. Alexandra et son mari étaient ravis, même si c'était une fille. Cependant, tous les Romanov n'étaient pas satisfaits. L'impératrice douairière Maria, la mère de Nicolas, était consternée qu'il n'y ait pas d'héritier mâle direct et s'inquiétait de ce que cela signifiait pour la famille. Moins de 2 ans plus tard, Alexandra a donné naissance à une autre fille, la grande-duchesse Tatiana. À ce moment-là, Alexandra et Nicolas commençaient à s'inquiéter. En 1899, Alexandra était à nouveau enceinte et a eu une autre fille, la grande-duchesse Maria. 2 filles d'affilée pouvaient être de la malchance, mais 3 commençaient à ressembler à une malédiction. Même la reine Victoria a donné son avis sur la question, écrivant « Je regrette la 3e fille pour le pays ». Les Romanov étaient en difficulté. En 1901, ils ont eu leur 4e et plus célèbre fille, la grande-duchesse Anastasia. Si les 3 premières filles avaient réussi à entamer leur morale, Anastasia l'a brisée. Selon les rapports, lorsque Nicolas a appris la nouvelle, il a dû faire une longue promenade pour se ressaisir. Ce n'est qu'en 1904 que les Romanov ont enfin obtenu ce qu'ils voulaient. Alexandra a donné naissance à un garçon, Alexis. Lorsque l'impératrice est enfin sortie de son brouillard, elle a regardé à travers la pièce et a vu une mère de visage joyeux. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Elle s'est exclamée « Ce n'est pas possible, est-ce vraiment un garçon ?» C'était bien le cas. Mais il a suffi de quelques instants pour que la joie se transforme en horreur. Lorsqu'ils ont coupé le cordon ombilical, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. La plaie ne cessait de saigner. C'était le premier signe que le pire était arrivé. Alexandra était porteuse de l'hémophilie et elle l'avait transmise à son unique fils. Les Romanov étaient les dévastés et ils ont décidé de garder l'état de leur fils secret d'État, connu uniquement de leur cercle fidèle, afin de préserver la stabilité et la paix dans leur pays. À ce stade, l'épuisement nerveux et ses nombreuses grossesses décevantes avaient transformé Alexandra en l'ombre d'elle-même. Elle mangeait et dormait très peu, avait les pieds enflés et prenait des remèdes à base de plantes pour renforcer son pouls. Elle était également dépendante au Véronal, une sorte de sédatif. Les coupures qui ne cessent que de saigner ne sont pas les seuls problèmes liés à l'hémophilie. Alexis avait d'autres symptômes, mais le pire était lorsque des lésions internes faisaient couler et couler du sang dans ses articulations. Comme l'a dit son médecin, le sang détruisait les os et les tendons. Il ne pouvait ni plier ni déplier ses bras ou ses jambes. Dans ces moments-là, Alexis pouvait à peine bouger, sans ressentir une douleur atroce. La famille devenait désespérée et a trouvé de l'aide dans un endroit sinistre. À court d'options, Alexandra a fait appel à un étrange mystique de Sibérie qui prétendait pouvoir guérir le garçon. Il s'appelait Grigori Raspoutine et la tsarine l'a invité directement au palais royal. Il a prié sur le corps affaibli d'Alexis. Et puis, un miracle. Le lendemain matin, Alexis allait mieux. Alors qu'il souffrait auparavant, il se redressait maintenant dans son lit. Sa fièvre et son enflure avaient disparu. À partir de ce jour, le tsar et la tsarine
ont fait confiance à Raspoutine plus que tout lorsqu'il s'agissait de la santé d'Alexis. Mais inviter ce mystique dans leur vie a eu des conséquences terribles. Avec ce miracle, Raspoutine avait complètement envoûté l'impératrice Alexandra. Elle a demandé à tous ses enfants de l'appeler « notre ami » et les a forcés à partager leurs secrets les plus profonds avec l'homme saint, organisant des confessionnaux improvisés avec lui. Bientôt, les gens ont commencé à le remarquer. Tout le monde au palais n'était pas sous l'emprise de Raspoutine. Un jour, la gouvernante des filles est entrée dans la nurserie royale et a fait une découverte inquiétante. Les jeunes filles passaient du temps avec Raspoutine, toutes vêtues uniquement de leur chemise de nuit. Nicolas, tout à fait raisonnablement, a demandé que les visites nocturnes à ses filles cessent. Cependant, cette réaction a provoqué la colère de sa femme, qui a renvoyé la gouvernante qui avait soulevé la question. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Raspoutine avait non seulement séduit l'impératrice Alexandra, mais aussi les 4 filles Romanov. Une tante a rapporté avoir vu Raspoutine caresser les filles, et le moine fou avait certainement une suite d'autres femmes de la haute société pour lui tenir compagnie. Quoi qu'il en soit, les fissures ont commencé à apparaître. L'origine allemande d'Alexandra rendait les Russes méfiants à son égard, et son obsession pour Raspoutine n'aidait pas. À mesure que le sentiment anti-allemand grandissait à l'approche de la Première Guerre mondiale, la haine des Russes s'est encore plus concentrée sur Alexandra et Raspoutine. Cela allait atteindre un point de rupture. Le tsar n'était pas préparé pour la guerre, et ses troupes étaient déjà épuisées par les conflits précédents. De plus, l'Allemagne était désormais une machine conçue pour la guerre, et la Russie ripostait avec des bâtons. Bien que Raspoutine s'opposât à la guerre, le mystique a affirmé avoir eu une vision selon laquelle l'armée russe ne réussirait que si le tsar prenait personnellement le commandement. Nicolas a écouté et a pris les commandes, mais c'était une énorme erreur. Cela a causé des pertes massives et des troubles, amorçant la chute des Romanov et de presque tous ceux qu'ils aimaient. La Russie avait réussi à rester fidèle à Nicolas à travers scandale après scandale. Mais la Première Guerre mondiale a brisé même la confiance de ces aristocrates. Ils savaient que quelque chose devait changer. Le 30 décembre 1916, des courtisans puissants ont capturé et tué Raspoutine de manière tristement célèbre. Lorsque les enfants Romanov ont appris la nouvelle, un témoin a rapporté qu'ils se sont blottis ensemble sur leur canapé, pleurant pour le père Grigori. À la fin de la Première Guerre mondiale, le royaume des Romanov était en ruine. En réponse aux rumeurs de révolution, le tsar Nicolas a essayé de reprendre le contrôle de son pays. En mars 1917, il a tenté d'utiliser ses gardes pour réprimer les troubles à Saint-Pétersbourg. Mais lorsqu'il leur a ordonné de tirer sur la foule rassemblée, ils ont refusé, tirant en l'air à la place. Avec cela, la révolution avait commencé. Quelques jours après cette mutinerie, le gouvernement a poussé Nicolas à démissionner. Il a accepté d'abdiquer et a officiellement mis fin à son règne le 15 mars 1917. Ce faisant, il a mis fin à plus de 3 siècles de règne ininterrompu des Romanov. Mais ses ennuis étaient loin d'être terminés. Au début, la vie n'était pas si terrible pour les Romanov déchus. Bien que sous surveillance, ils restaient dans leur luxueux palais Alexandre, et Nicolas et sa famille pouvaient prétendre que tout était normal. De plus, ils avaient un plan d'évasion tout prêt. Le cousin de Nicolas, le roi George V d'Angleterre, avait déjà assuré à la famille qu'il pourrait chercher asile auprès de lui. Le roi George V ressemblait presque à s'y méprendre à Nicolas II, et ils étaient très proches. Pourtant, lorsque la Révolution a chassé Nicolas, George a trahi son cousin de manière cruelle. Il a retiré son offre de refuge en Angleterre. Les historiens pensent que George craignait que la présence de Nicolas ne nuise à sa propre monarchie.
Les bolcheviks ont déplacé les Romanov, les transférant à Tobolsk, loin de Saint-Pétersbourg. Les filles ont attrapé la rougeole et ont dû se raser la tête. Ensuite, ils ont entrepris le long et misérable voyage jusqu'à Yekaterinbourg. Après 5 jours de camping dans le froid, ils étaient heureux d'être à nouveau au chaud et au sec à la maison Ipatiev. Mais c'est là qu'ils rencontreraient leur sombre destin. Les Romanov n'étaient donc pas totalement ignorants de leur perspective. À un moment donné, pendant leur captivité, Nicolas et Alexandra ont exhorté leurs enfants à coudre des bijoux dans leurs vêtements pour les dissimuler aux bolcheviks qui confisquaient des objets précieux. Ainsi, ils auraient des objets de valeur à portée de main s'ils parvenaient à s'échapper. Une bonne idée en théorie, mais ces précieux bijoux allaient revenir les hanter. La famille était à la maison Ipatiev depuis environ 6 semaines et avait adopté une sorte de routine. Mais une nuit de juillet était différente. Peu après minuit, les Romanov impériaux et leurs 5 enfants ont été forcés de descendre dans une cave pour faire face à un peloton d'exécution. Les balles et la poudre à canon ont rempli la petite pièce, mais ce n'est qu'une fois la fumée dissipée que les soldats ont réalisé que l'exécution s'était horriblement mal passée. La nuit de l'exécution, les frères et sœurs Romanov portèrent leurs vêtements incrustés de bijoux. En conséquence, les diamants et les pierres les avaient quelque peu protégés des balles. Lorsque les bolcheviks ont découvert que les enfants étaient encore en vie, ils ont dû achever la tâche de manière laborieuse. Ensuite, ils se sont mis à disposer des corps. Ce faisant, ils ont fait une découverte étrange. Chacune des filles Romanov portait une amulette contenant l'image de Grigori Raspoutine. Même des années après sa mort, le moine fou avait encore une emprise sur elle. Les bolcheviks ont jeté les corps des Romanov dans un puits de mine, et le gouvernement n'a pas reconnu leur mort pendant 8 ans. Cela a conduit à des spéculations, selon lesquelles certains d'entre eux pourraient encore être en vie. En 1922, une patiente dans un asile à Berlin a prétendu être la plus jeune fille Romanov, Anastasia. Pendant des décennies, une femme nommée Anna Anderson a réussi à convaincre la famille élargie qu'elle était en effet Anastasia et que la princesse avait somehow échappé à l'exécution. Bien que tout le monde n'ait pas cru à ces affirmations, beaucoup ont commenté à quel point elle ressemblait et agissait comme la grande duchesse. En 1994, des experts ont comparé l'ADN d'Anna Anderson à un échantillon d'un parent d'Anastasia, le prince Philippe. Les résultats ont confirmé la vérité. Il n'y avait pas de correspondance, réfutant sa prétention une fois pour toutes. Les historiens croient maintenant largement qu'Anderson était en réalité Francesca Szankowska, une ouvrière d'usine polonaise mentalement malade. Il y avait une raison troublante pour laquelle il était si difficile de savoir ce qui était arrivé aux Romanov. Dans l'espoir de dissimuler ce qu'ils avaient fait, les bolcheviks ont dépouillé la famille de tous leurs vêtements, les ont brûlés, puis les ont aspergés d'acide sulfurique avant de les jeter dans l'obscurité en dessous. C'était le lieu de repos final de la famille Romanov, à l'exception d'Alexis et de l'une de ses sœurs. Les gardes avaient un plan pour eux qui, ils l'espéraient, détournerait quiconque chercherait les royaux disparus. Ils ont pris les restes d'Alexis et de l'une de ses sœurs et les ont brûlés dans un feu de camp. Ensuite, ils ont écrasé les os avec une pelle, puis les ont jetés dans une fosse plus petite, à environ 50 pieds de la fosse commune. Ils pensaient que quiconque trouverait les restes au fond du puits de mine ne devinerait pas qu'il s'agissait de la famille royale, car le tsarévitch et l'une des filles n'y seraient pas. Des archéologues amateurs ont découvert le site de la tombe des Romanov en 1969, mais ils ont rapidement réalisé que quelque chose n'allait pas. 2 corps manquaient, l'une des filles et Alexis. Les rumeurs ont persisté pendant des décennies, selon lesquelles le garçon aurait peut-être échappé, jusqu'en 2007, près d'1 siècle après sa mort.
Des chercheurs ont trouvé les restes d'un garçon préadolescent et d'une jeune femme dans un foyer à proximité. Les tests ADN ont confirmé que les os appartenaient à Alexis et à soit Maria, soit Anastasia. Enfin, après près d'un siècle, le mystère de la fin des Romanov a été résolu une fois pour toutes. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur J'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factat, pour découvrir encore plus de faits incroyables sur tout.